Ici Mijou Pelletier pour une émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Stéphanie Louis-Jean Esprival, travailleuse sociale, qui va nous parler de comment prendre soin de notre santé mentale au moyen de la spiritualité. Alors, bonjour Stéphanie. Bonjour Mijou. Et pour les gens à l'écoute, j'aimerais souligner à ce moment que cette émission est la première de 3 qui vont parler de la santé mentale en tenant compte de la spiritualité. Mais avant d'aller dans le creux du sujet, Stéphanie, parle-nous un peu de toi. Avant de me présenter Mijou, j'aimerais remercier toute l'équipe qui se cache en arrière-plan pour la préparation de cette émission. Alors, mon nom c'est Stéphanie Louis-Jean Esprival. Je suis travailleuse sociale scolaire en milieu scolaire. J'ai un baccalauréat spécialisé en relations humaines et spiritualité. Je détiens une maîtrise en travail social. Donc, comme tu sais, Stéphanie, la pandémie globale que nous vivons a eu un impact sur toutes les composantes de notre vie et de notre bien-être. Tu as animé et présenté 6 séances ou 6 ateliers à des élèves du secondaire sur la promotion de la santé mentale au moyen de la spiritualité au cours d'un stage au Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario en pleine pandémie. Parle-nous du titre du programme, du but et de ses objectifs. Donc, c'est un programme que j'ai réalisé à l'automne 2021 dans le cadre de mes fins d'études de maîtrise à l'Université Laurentienne. Donc, avant de présenter le programme, je dois vous dire que c'est un programme qui existait déjà. Le programme, il est de Bruce Marie-Alice puis Kokuham Debbie, sorti en 2004. Le titre de leur programme, c'est Enhancing the Spiritual Development of Adolescent Girls. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai traduit le programme en français parce que le programme existait en anglais. Puis, je l'ai modifié et adapté pour le livrer dans un contexte scolaire francophone. Alors, le titre du programme en français, ce que j'ai modifié et adapté, c'est pour une promotion de la santé mentale au moyen de la spiritualité, un groupe de promotion du bien-être en milieu scolaire. En termes d'objectifs du programme, le programme comportait plusieurs objectifs. Il y avait des objectifs spécifiques à atteindre, il y avait des objectifs généraux. Mais ici, je vais parler plus des objectifs généraux. Alors, le programme poursuivait 2 objectifs généraux. Le premier objectif, c'était de fournir un ressourcement pour favoriser le bien-être des adolescents par l'intermédiaire d'activités en lien avec la spiritualité. Puis le deuxième objectif, c'était de fournir un enrichissement personnel pour permettre aux adolescents de prendre soin de leur santé mentale de façon autonome. Ça, c'était les 2 objectifs généraux du programme. Dans ta présentation, tu as une illustration d'une roue de bien-être. Et ça revient à une question d'équilibre, je crois, toutes les composantes de notre personne. Peux-tu nous parler davantage de cette roue de bien-être? J'ai utilisé la roue de bien-être pour parler aux jeunes des différentes composantes de l'humain. Donc, l'humain, il est cognitif, il est mental, il est social, il est spirituel. Donc, avec cette roue, je voulais faire comprendre aux jeunes que il faut assurer, comme humain, on doit assurer un équilibre avec ces 4 composantes de l'humain. Oui. Parfois, on résume ces 4 composantes à la tête, le corps, le cœur et la dimension sociale. Est-ce vrai? Oui, c'est exactement ce que tu dis, Mijou. Souvent, on a tendance à prendre en compte le côté social, le côté cognitif, le côté physique de l'humain, le côté mental de l'humain. Il y a une partie, une composante de l'humain qui est nécessaire aussi comme les autres composantes, qui est la composante spirituelle de l'humain. Qui est intégrée à travers la tête, le corps, le cœur et la dimension, la composante sociale. N'est-ce pas? Ça. Oui. D'accord.
OK. Alors, pendant cette première émission sur la santé spirituelle et mentale, nous allons nous pencher sur les 2 premiers ateliers, 1 et 2, de ce programme. Et lors de la première rencontre avec les élèves, tu avais des activités brise-glace et tu as parlé d'un contrat d'engagement. Explique le sens de ce brise-glace et le pourquoi du contrat d'engagement. Dans l'activité de brise-glace, c'était notre première activité pour introduire l'intervention. Donc, l'activité de brise-glace, je l'ai préparée. C'était une façon d'apprendre à connaître les jeunes. C'était ma première expérience avec les jeunes de ce groupe d'âge, entre 11 à 13 ans. Donc, il fallait que j'apprenne à connaître ces jeunes avec lesquels j'allais cheminer pendant plus de 6 semaines. Mhm. Donc, dans cette activité, les jeunes étaient appelés à me dire 3 choses positives à leur sujet. Donc, comme je vous dis, je voulais apprendre à connaître ces jeunes, apprendre à connaître leur monde. Donc, ça, c'était... Puis, le deuxième but de l'activité de brise-glace également, c'était de rendre l'environnement plus cool pour ces jeunes, de briser la glace, c'est ça, de rendre l'environnement plus cool pour eux. Pour le contrat d'engagement, c'était, moi, je me considère, moi, si on peut dire, moi, je suis l'experte, OK? Je détiens les compétences, puis c'est moi qui dirige l'intervention. Donc, je me considère comme l'experte. Donc, tout est déjà préparé pour que le programme il soit livré auprès de ces jeunes. Par contre, les jeunes aussi, ils ont leur droit, même minime que ce soit, à faire passer leurs attentes aussi dans le groupe. Alors, le contrat d'engagement, c'était une façon de donner la voix à ces jeunes pour qu'ils soient en mesure de faire passer leurs attentes de groupe. Qu'est-ce que j'aimerais pour le groupe? Comment est-ce que j'aimerais les choses se passent dans le groupe? Donc, j'invitais les jeunes à discuter, à voir c'est quoi leurs attentes de groupe. Puis, on mettait toutes ces attentes-là sur une page de Bristol. Comme ça, c'était un contrat qu'on avait. Puis, à chaque fois, tout au cours de la séance, on suivait ce contrat-là. S'il y avait comment est-ce que je peux dire ça? Est-ce que c'est une abrogation? Je ne sais pas le mot exact, mais s'ils essaient de passer à côté de ce contrat-là, donc je leur revenais à ce contrat d'engagement pour leur dire, vous rappelez ce que vous avez dit dans la première séance? Plus de jugement, le respect. Donc, c'était ça, le rôle du contrat d'engagement. Oh, je trouve ça excellent, Stéphanie. J'aime beaucoup cet exercice, non seulement de brise-glace, parce que comme tu disais, tu voulais mieux connaître les élèves, tu voulais que l'activité, l'approche soit cool pour eux. En même temps, les élèves avaient l'occasion de te connaître aussi à titre d'animatrice. Et vraiment celle qui est l'experte en ça, qui va gérer la démarche. Donc, puis le contrat d'engagement, je trouve très bien aussi parce que ça démontre non seulement leur implication, mais le respect qu'on a pour chacun qui contribue, qui adhère, qui accepte ce qu'ils proposent, ce qu'ils ont soulevé comme démarche. Et oui, vraiment leur engagement. C'est personnel, ça devient personnel aussi et communautaire, si tu veux, de groupe. Alors, lorsque tu expliques le sens de la spiritualité, tu dis aussi que la spiritualité va au-delà de la religion. Explique comment la spiritualité va au-delà de la religion. Okay. Dans le cadre de ce programme, j'avais pris en compte le côté holistique de la spiritualité, c'est-à-dire que tu sois chrétienne ou non chrétienne, tu avais ta place dans le groupe. Mm-hmm. Donc, j'ai dit que la définition de la spiritualité que j'avais tenue pour le programme, c'était celle de Stéphanie Bergevin, qui est une recherche de sens, de valeurs, de croyances, de pratiques
qui servent à définir sa vision du monde et de l'être humain. Maintenant, je dis que la spiritualité va au-delà de la religion. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement à travers la religion qu'on peut rechercher un sens. Ce n'est pas seulement à travers la religion qu'on peut rechercher des valeurs, des pratiques pour définir sa vision du monde ou de l'être humain. Puis, je vais te donner 2 exemples. Par exemple, pour un enfant en âge préscolaire, il ne vit pas sa spiritualité à travers la religion. Il vit sa spiritualité au moyen de l'attachement qu'il a pour les membres de sa famille. Ça peut être maman, papa ou la première personne qui en prend soin. Maintenant, dans le cadre des adolescents, bon, pour retourner à l'enfant, on peut voir que dans cette catégorie d'âge, les enfants, ils sont attachés avec un toutou, un jouet qu'ils adorent. Donc, l'enfant, il vit sa spiritualité dans cette chose-là. C'est cette chose-là qui a un sens pour lui. Maintenant, pour les adolescents, ils ne vivent pas la spiritualité à travers la religion non plus. Ils vivent leur spiritualité à travers leurs relations amicales. Ils vivent leur spiritualité à travers leurs œuvres artistiques. Ils vivent leur spiritualité à travers les vêtements qu'ils portent, la marque du vêtement qu'ils portent. Donc, ces jeunes-là, ce sont ça qui ont du sens dans leur vie en ce stade de développement-là. Donc, maintenant, ça, c'est pour une spiritualité plus ou moins humaniste et subjective, OK? Qui n'a pas été exclue dans le cadre de ce programme. Mais il y a aussi l'autre spiritualité qui est religieuse. Donc, cette forme de spiritualité-là, c'est une spiritualité verticale, c'est-à-dire c'est un individu qui est en relation avec un transcendant, d'autres personnes l'appellent Dieu. Donc, c'est une spiritualité verticale. Puis cette spiritualité-là, elle est prise dans une structure, puis cette structure-là lui donne forme. Donc, il existe un ensemble de valeurs, de croyances, de pratiques associées à cette forme de spiritualité-là. Donc, cette spiritualité, elle est religieuse, c'est-à-dire elle est prise dans une structure. Il existe un cadre qui dit que les valeurs, les croyances pour cette forme de foi, alors que l'autre spiritualité, c'est plutôt une spiritualité subjective. C'est l'individu qui essaie de trouver un sens ou des pratiques, des choses. C'est l'individu qui définit ce qui est important pour lui, ce qui a du sens pour lui, puis c'est correct. Donc, ces 2 formes de spiritualité étaient, donc la spiritualité qu'on a vue dans le cadre du programme, c'était une spiritualité holistique. Que tu sois religieuse ou non religieuse, tout le monde avait sa place dans le groupe. Alors, Stéphanie, est-ce que ça revient un peu à ce qu'on disait au début de cette émission, que la spiritualité s'intègre dans toutes les composantes de notre vie et qu'elle est exprimée non seulement par l'instrument de sa foi et de sa pratique religieuse, qui devient un instrument, mais qu'elle s'exprime à travers que ce soit des activités physiques, le plein air, ça s'exprime par nos émotions, dans la nature, toutes les composantes de notre vie, elles s'intègrent, la spiritualité. Est-ce que ça revient un peu à ça, cette question holistique? Oui, c'est ça. Donc, oui, par exemple, la connaissance de soi, la relation entre soi et l'environnement, tout ça fait partie de la spiritualité. Donc, par exemple, quelqu'un peut trouver un sens à ce qui est important pour lui. Moi, je peux trouver un sens dans des valeurs familiales, par exemple. Puis c'est important pour moi, les valeurs familiales. D'accord, oui. Oui, Stéphanie, ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est une retraite qu'on animait lorsque je vivais à Sault-Sainte-Marie, puis ça s'appelait « Trouve ton équilibre ». Puis on regardait à toutes ces composantes, y inclut, comme tu viens de mentionner, la famille. Donc, sur cette note, je me demande si, au cours du premier atelier, as-tu réussi à voir le cheminement des élèves par leur partage, là? Dans le sens où ils ont été éclairés, des petits moments d'épiphanie. As-tu réussi à en observer? Okay. Ce moment-là, je l'ai vécu c'était une expérience partagée. Alors, ce moment-là, je l'ai vécu, il y a eu ce moment d'épiphanie de mon côté puis de leur côté.
Donc, pour moi, c'est ce qui m'a émerveillée dans la première séance avec ces jeunes, c'était la similarité d'intérêt qu'il y avait entre ces jeunes. Beaucoup pratiquaient un sport, beaucoup pratiquaient une activité artistique. Ça m'avait émerveillée. Comme je vous dis, c'était la première fois que je travaillais avec ce groupe de jeunes. Puis, de leur côté, j'ai surtout vu leur émerveillement par rapport dans le premier atelier, c'est comme on a démystifié la spiritualité, où on a démystifié les composantes ensemble, les composantes de l'humain. Par exemple, j'ai fait voir à ces jeunes-là que quelqu'un qui est en bonne santé physique n'est pas obligé d'être en bonne santé spirituelle. Puis quelqu'un qui est en bonne santé mentale n'est pas obligé d'être en bonne santé physique. Et vice-versa. Donc, j'ai vu une certaine surprise de ces jeunes d'apprendre à identifier, à faire cette distinction-là. Alors, prenons le temps maintenant de parler du deuxième atelier, lorsque tu as invité les élèves à réfléchir à leur identité, à leurs propres valeurs, à leurs intérêts, bref, à découvrir leur soi authentique. Par le biais, tu t'es servi des exercices, des questions. Entre autres, il y en avait 6 et 7, je crois, donc 13 en tout. Quelle est l'importance de cette stratégie et de cet exercice de réflexion? Pour moi, l'importance de cette activité était d'aider les jeunes à découvrir leur soi authentique, comme c'est quoi la notion de valeur, découvrir les notions de valeur puis de sens à la vie. OK? Donc, nous vivons dans un monde où souvent les jeunes sont connectés dans un monde virtuel, OK? Donc, ils peuvent penser que ça, c'est le seul monde qui existe, ou du moins, ils peuvent penser que il n'existe pas d'autre chose à comprendre ou à connaître autre que le monde du virtuel. Donc, à travers cette activité, j'ai invité les jeunes à découvrir le monde du soi. Ce monde qui est important à connaître, parce que si tu n'apprends pas à connaître tes valeurs, si tu n'apprends pas à définir tes objectifs pour la vie, comment est-ce que tu vas devenir un être humain utile pour ta société? Pour la question de sens à la vie, j'ai surtout conscientisé les jeunes sur une chose, la nécessité d'établir des buts dans la vie. Parce que moi-même, j'ai vécu une expérience où est-ce que j'ai eu un ami à moi qui s'est suicidé. Puis, vers la fin de sa vie, j'ai vu comment la question de sens a eu vraiment un impact sur lui à la fin, comme quelques semaines avant son suicide. Parce que l'une des choses qu'il disait tout le temps, c'était un regret d'avoir eu une famille. Il se disait que s'il avait une femme, sa vie n'aurait pas été ainsi. S'il avait des enfants, sa vie n'aurait pas été ainsi. Donc, vers les semaines précédentes à son suicide, on a vu comment il y a eu des questionnements, comment qu'il a manqué cette partie-là de sa vie. Donc, pour lui, s'il y avait ces choses dans sa vie, à savoir une famille, donc peut-être qu'il n'aurait pas arrivé au suicide comme seul moyen d'apaiser ses souffrances. Donc là aussi, on voit la question de sens pour cette personne-là. Donc pour lui, avoir une famille aurait évité qu'il vive les souffrances qu'il vivait avant qu'il s'est suicidé. Donc, c'est ça. Donc, j'ai dit aux jeunes que dans la vie, il faut toujours avoir des buts. Il faut toujours avoir quelque chose à quoi s'attacher, parce que c'est cette chose-là qui va nous donner raison de vivre. Si on vit, c'est comme je disais tantôt, si on vit puis on n'a pas d'objectif, puis on n'a pas de but, notre vie, elle va devenir vide de sens. Puis c'est ce qui est arrivé à mon ami. Sa vie était devenue vide de sens parce qu'il n'avait pas de famille, il n'avait pas d'enfant pour lui. Oui, cette question de sens à sa vie,
pour avoir siégé sur un comité ici à Sudbury, on appelait ça Northern Ontario Suicide Prevention Network. Et d'avoir entendu des témoignages et d'avoir travaillé à la prévention du suicide, j'apprécie beaucoup ce que tu viens de partager, puis ce témoignage d'un ami, une amitié, tellement important que notre vie ait du sens. Et c'est souvent à travers nos relations, comme tu viens d'exprimer, ton ami qui voulait soit être marié dans une relation avec une épouse, et même avoir des enfants, ça donne tout un autre sens à sa vie. Alors, merci d'avoir partagé ce témoignage avec nous, Stéphanie. Donc, à travers la série de questions dont tu as mentionné, Mijou, j'ai aidé ces jeunes à découvrir leur soi authentique. Par exemple, il y avait des questions comme comment je me décris à moi-même, comment je me vois dans 20 ans, tu vois? Donc, c'était un ensemble de questions qui invitaient les jeunes à découvrir leur soi authentique. Quelles sont mes valeurs? Découvrir leur soi authentique, puis apprendre, c'est quoi leur but pour la vie future. Puis c'est ça, la spiritualité, une recherche de sens. Donc, si tu vis, c'est quoi le but de ta vie sur Terre? Parce que vivre sans but, c'est comme une vie vide. Absolument. Comme une vie vide, oui. Alors, je crois que cette étape du deuxième atelier est fort importante. C'est l'importance de se connaître soi-même, y inclut ce qui comprend nos valeurs, nos intérêts. OK, alors notre émission tire à sa fin et pour plusieurs personnes qui visionnent ces émissions, ils ont une vie spirituelle basée sur leur relation avec Jésus, au niveau de leur religion exprimée, leur foi en Dieu et leurs pratiques religieuses viennent nourrir cette vie spirituelle. Aurais-tu un dernier message, un conseil ou même une prière pour les gens qui veulent approfondir cette composante spirituelle de leur vie? Le message que j'ai à donner, c'est mon message, il vise toutes les personnes, que tu sois chrétien ou non chrétien. Donc, mon message, c'est la tolérance des valeurs. Puis lorsque je parle de valeurs, c'est des valeurs chrétiennes ainsi que non chrétiennes. C'est quoi les valeurs? Je me rappelle d'où j'ai tiré cette définition, mais c'est une définition que j'aime beaucoup. Les valeurs sont ce que nous voulons, ce sont ce que nous aimons, puis sont ce que nous sommes. Alors, quand j'ai dit la tolérance des valeurs, c'est parce que je vois que souvent à la télévision ou dans le monde, j'ai vu des gens perdre leur vie à cause de leurs valeurs ou à cause de leur foi religieuse. Donc, ce que j'aimerais prêcher, c'est la tolérance des valeurs. Pourquoi on doit rentrer en conflit pour la différenciation des valeurs? Je peux apprendre de tes valeurs, tout comme tu peux apprendre des miennes. Je peux apprendre de ta foi religieuse, tout comme tu peux apprendre de la mienne. Donc, on n'est pas obligé d'entrer en conflit pour nos différenciations. Non, on peut être en harmonie. Donc, on peut viser l'unité dans la diversité. Alors, je trouve important ce que tu viens de dire, que les valeurs sont ce que nous voulons, ce que nous aimons et ce que nous sommes. Et cette question de tolérance, puis je trouve que ça tombe à point avec, dans l'Église catholique présentement, on est en plein dans la semaine de l'unité chrétienne, mais toi, tu vas au-delà de ça. Puis je pense que si on veut l'unité chrétienne, on se doit de vouloir l'unité dans le monde, la paix dans le monde. Et cette tolérance des valeurs chrétiennes et non chrétiennes nous interpelle et vraiment, c'est ce à quoi on est appelé. Puis qu'on peut apprendre l'un de l'autre sans être en conflit. Un très beau message pour clore puis terminer cette émission. Alors, aujourd'hui, on a pris le temps d'explorer, on a proposé des démarches pour développer et nourrir
sa santé mentale au niveau par moyen de sa spiritualité, car on sait que la bonne santé de l'âme nous permet de vivre notre vie et le moment présent pleinement. Et c'est ce qu'on souhaite à nos téléspectateurs, à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et en terminant, Stéphanie, je tiens à te dire un gros et grand merci pour le temps que tu as consacré à préparer cette émission, mais surtout, chapeau et bravo pour le beau travail que tu fais pour permettre à nos élèves, nos jeunes de cheminer dans une approche holistique de leur vie. Alors, un gros et grand merci, Stéphanie. Merci, Minjo, puis merci aux téléspectateurs qui ont accordé du temps à regarder cette émission aussi. Et à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, j'espère que vous avez profité de cette émission, que vous avez appris quelque chose. Et si le cœur vous en dit, partagez, si vous avez aimé cette émission, partagez avec votre famille, avec vos amis. Et on va se revoir dans quelques semaines pour la deuxième partie de ces émissions sur la santé de l'âme. À une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre